Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries 28. Et aujourd'hui les amis, c'est une petite vidéo pour apprendre à décoder les couleurs qui se trouvent sur un chardonneret en phénotype ancestral, c'est-à-dire en couleur sauvage ou classique normale. Donc beaucoup d'éleveurs n'ont jamais pris le temps en fait de regarder de près d'où viennent ces couleurs-là et comment elles sont les plumes du bas vers le haut. Et puis en fait ça pose beaucoup de problèmes quant à la compréhension des effets des mutations chez le chardonneret. Donc si on ne connaît pas l'origine de ces couleurs sur un oiseau classique, on aura du mal à comprendre en fait les mutations chez cette espèce de chardonneret, ou même les canaris, c'est exactement le même fonctionnement. Donc l'exercice c'est quoi? C'est que je vous ai mis un jeune mâle de 2024 et qui reflète vraiment les couleurs ancestrales qu'on va regarder sous forme en fait d'analyse plume par plume, zone par zone, histoire en fait de concrétiser un petit peu ce qui se passe au niveau des plumes, la structure de la plume, ainsi que les pigments mélaniques et caroténoïdes. Donc tout d'abord, on ne peut pas parler du chardonneret si on ne parle pas du masque rouge, les amis. Et oui, le chardonneret, comme certains oiseaux, d'autres oiseaux comme le gould, le diamant gould, etc., sont dotés de ce beau masque qui attire beaucoup d'amateurs. Donc le masque rouge, je vous ai pris une plume tout en haut à droite. Donc je ne sais pas, j'ai dû projeter sur ma télé. Voilà, donc là, c'est une plume du masque. Donc comme vous pouvez le remarquer, la plume du masque, elle n'est pas rouge. Donc elle n'est pas rouge totalement. Donc le bas de la plume, il est de couleur noire. Donc le bas de la plume, il est de couleur noire. Et plus on monte vers la tête de la plume, vers la partie souple, et plus en fait, il va y avoir des pigments caroténoïdes de couleur jaune, orangé qui vont s'installer avec une intensité en fait d'orangé ou rouge vers la tête de la plume. Donc, est-ce que vous arrivez à voir l'effet dégradé des pigments caroténoïdes? Donc, plus on monte et plus ça sera rouge, et plus on descend vers le bas de la plume, et plus ces pigments vont disparaître. Donc, on va passer d'un rouge à un orange, de l'orange vers le jaune, et du jaune en fait vers le noir, qui sont des pigments mélaniques. Donc, cette partie, donc cette plume, elle est particulière. Donc, vous voyez très bien que sa structure, elle est différente des plumes que vous connaissez, telles que les plumes du duvet, telles que les plumes d'envol, que je vous ai mis en fait à côté. Donc cette plume du masque, sa structure fait que l'ADN va ordonner aux pigments mélaniques de s'installer en bas de la plume et aux pigments caroténoïdes de s'installer en haut de la plume, les amis. Donc je vous ai mis sur la droite quelques zooms sous microscope pour essayer de voir la partie qui est rouge, qui paraît rouge à l'œil nu. En fait c'est pas du rouge, c'est de l'orangé. C'est en fait scientifiquement ces trois pigments de caroténoïdes, c'est j'ai oublié le nom scientifique, de type A, B, C et D, la xanthophile, je pense, si je dis pas de bêtises, de type A, B, C et D, qui se superposent. En fait ce sont les mêmes pigments qui sont sur les ailes et qui donnent en fait une couleur un peu jaune, sauf que les ailes c'est deux pigments qui se superposent et le rouge c'est quatre pigments qui se superposent. Alors là-dessus il y a beaucoup d'articles en fait de scientifiques et d'éleveurs qui disent en fait le pigment rouge chez le chardonneret n'existerait pas, c'est plutôt une superposition de quatre pigments jaunes orangés qui vont donner en fait ce résultat rouge au final. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la plume du masque, elle a une structure un peu particulière, elle ressemble un peu à la feuille d'un palmier chinois. Donc vous voyez très bien que la barbe, elle est un peu raide, elle n'est pas du tout souple comme le reste des autres plumes. Donc elle n'est ni pareille que les plumes d'envol, les ailes et la queue, ni pareille que le duvet. Donc c'est une plume particulière qui a une structure. Et cette structure, elle est définie par l'ADN. Et cette répartition de pigments mélaniques en bas et caroténoïdes en haut, c'est aussi défini par l'ADN. Donc c'est l'ADN qui demande en fait au corps ou au mécanisme en fait du corps de créer une plume dans cette zone-là qui ressemble à un palmier chinois et puis de répartir les pigments de cette façon. Donc juste pour continuer
sur le masque avant de passer aux autres. J'ai essayé de trouver. Voilà, donc là nous sommes, le temps qui fige, voilà, donc là nous sommes plutôt en fait sur trois types de plumes. Donc c'est toujours la plume du masque. Donc vous voyez très bien que la plume du masque, elle a une structure et une forme assez particulière. Donc au milieu c'est le classique, donc le phénotype ancestral, où on retrouve effectivement cette particularité un peu bicolore entre les pigments mélaniques qui vont s'installer en bas de la plume et les pigments caroténoïdes qui vont s'installer en haut de la plume. À droite, il s'agit en fait d'une plume de panaché blanc que j'avais retirée pour regarder en fait comment est la plume. Donc on voit très bien que le gène de la panachure, lui, il ne filtre pas, il ne trie pas. Le gène de la panachure dans la zone du masque, lui, il va supprimer tout type de pigments, que ce soit des pigments mélaniques, le bas de la plume, comme des pigments caroténoïdes, le haut de la plume. Donc ça, c'est le gène de la panachure. Le gène de la panachure, lui, il va tout supprimer. Ça veut dire la feuille, elle va redevenir vierge. La plume, elle va redevenir vierge. Et donc la plume de droite, c'est vraiment l'origine de la couleur. Donc à la base, la couleur, elle est blanche. Donc comme chez l'albino. L'albino ne fabrique pas du tout en fait de mélanite. Lui, il va fabriquer plutôt le masque rouge, mais il ne va pas fabriquer comment on appelle ça, les pigments mélaniques. D'accord? Donc ça vous donne la différence déjà entre un oiseau classique, la plume de son masque, et puis un oiseau panaché. Donc à gauche, je vous ai mis en fait le masque d'argent, ce qu'on appelle le masque d'argent. Donc la mutation masque d'argent que j'avais, en fait c'est pareil, je l'avais analysé, donc la plume n'est pas tout à fait blanche, parce que ce n'est pas de la panachure. Le masque d'argent, comment on appelle ça, le gène ou la mutation va interdire la production des pigments caroténoïdes. Et comme on l'avait vu dans la slide ou dans la photo d'avant, les pigments caroténoïdes, ils sont dans le masque et ils sont sur les ailes. Donc c'est pour ça les masques d'argent, ils n'ont pas le masque rouge, il est argenté en fait. L'effet argenté vient du fait que la plume elle est blanche en haut et elle est noire en bas. Donc ça donne un petit gris un peu gris de profondeur, mais c'est pas du tout blanc, c'est pas un masque blanc. Moi quand j'avais les blancs et les masques d'argent, je voyais une différence dans leur face. La face des masques d'argent elle est un peu grisée, et la face des panachés blancs, elle est vraiment blanche comme neige. Et puis les masques d'argent, certains, ils naissent sans les pigments des ailes, qui vont développer peut-être à la deuxième mue, peut-être à la troisième mue, etc., etc. Donc là, ça vous donne en fait une idée et le masque, le chardonneret noir ou le blackface, lui, il aura une plume toute noire, parce que la zone rouge, elle se réduit. Pourquoi? Parce que les pigments noirs qui sont censés rester en bas de la plume, en fait, ils vont se propager jusqu'en haut, en fait, de la plume. C'est pour ça que les pigments noirs vont prendre beaucoup plus de place sur cette plume-là, et les pigments rouges vont moins se voir. Et en plus de ça, le blackface, il fait serrer la plume. La plume, elle devient plus petite. Et quand elle devient plus petite, bah, naturellement, la partie rouge, en fait, elle se réduit. Donc on voit beaucoup moins la couleur rouge. Sous deux effets, la taille de la plume, elle est réduite, et en plus de ça, le noir, il va prendre un peu plus de place sur cette plume-là. Donc ça vous donne juste une idée de comment est la plume du masque et c'est quoi le rapport avec les autres mutations. Mais tant qu'on n'a pas regardé ces plumes-là de près, on ne pourra pas comprendre les autres mutations. Donc sur le classique, on a vu que la plume, le bas de la plume, il est noir, sur le brun, il est brun. Sur l'Isabelle, sur le brun, il est brun. Sur l'Isabelle, il est brun dilué. Sur l'agate, il est noir comme le classique. Sur l'aminé, il est noir dilué. Donc sur le satiné, il est gris clair. Sur l'Isabelle satiné, sur l'agate satiné, il est gris clair. Et sur l'Isabelle satiné, il est beige. Donc voilà, donc ça, déjà à partir du masque, si vous allez souffler ou retourner les plumes du masque, vous pouvez déjà vous orienter vers la mutation, sans regarder les ailes, sans regarder la calotte, sans regarder le dos. Cette plume du masque, elle dit beaucoup sur les mutations déjà. Et certaines mutations visent le masque. On a vu que le panaché vise le masque, le masque d'argent vise le masque, le chardonneret facteur foncé, il vise le masque, et le blackface, il vise le masque.
D'accord? Donc là, je vais revenir sur, et encore une fois, la couleur rouge du masque chez le chardonneret n'est pas une couleur lipochrome. On ne fait pas la même chose que sur les canaries. Les canaries, la couleur rouge, c'est une couleur de fond. C'est des caroténoïdes d'origine, comme la couleur blanche qu'on voit à la photo tout à droite. C'est une couleur d'origine. Par contre, le chardonneret, cette couleur rouge, c'est bien des pigments caroténoïdes, mais qui ne font pas partie du fond de l'oiseau. C'est des pigments qui vont s'installer après la mue. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas des couleurs d'origine et qui s'effacent avec la panachure. D'accord? Donc ensuite, comment je vais revenir? Voilà, donc on a vu la couleur du masque, donc maintenant on va passer en fait à la calotte. La calotte, ou ce qu'on appelle la bride, c'est celle-ci là. Donc vous voyez déjà que la forme de cette plume-là, elle est différente de la plume qu'on vient de voir sur le masque. Donc elle ressemble plutôt à un palmier en fait normal, un palmier en fait un peu rallongé, donc avec toujours des barbes qui sont un peu plus souples que les plumes et les barbes du masque, mais elles ne ressemblent pas encore aux plumes des duvets, qui sont vraiment très très souples, parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Et donc si vous regardez cette plume-là, en bas de la plume, elle est comme celle du masque, exactement, donc elle est mélanique. Il va y avoir une petite zone où en fait c'est dépigmenté, donc c'est la couleur d'origine blanche, et puis on retrouve encore les pigments mélaniques en tête de plume. Et c'est la superposition de ces bouts de plumes noires qui vont donner en fait un effet visuel à l'éleveur que l'oiseau il a une bride ou une calotte noire. Donc chez le brun, elle sera brune, chez l'agate, elle sera noire, chez l'isabelle, même la même fonction. Donc c'est pour ça, chez l'agate, la calotte, elle est noire comme le classique, chez le brun, elle est brune. Chez l'isabelle, elle est brune diluée, chez la minée, elle est noire un peu diluée, etc., etc. Donc encore une fois, on vient de voir que les formes des plumes sont différentes et les dépôts des pigments, que ça soit mélanique ou que ça soit caroténoïde, c'est différent en passant d'une plume à une autre. Et qu'est-ce qui va manager ces formes différentes de plumes ainsi que le contrôle des dépôts des mélanines? C'est l'ADN. C'est toujours l'ADN qui va définir ça dans les mécanismes. Donc maintenant, on va passer en fait à la plume. Où est-ce qu'il est? Mon doigt, il est là. Voilà, à cette plume-là. C'est la plume de la poitrine. La plume de la poitrine, pareil que la plume du dos et pareil que la plume des flancs. Donc on voit en fait un reflet un peu brun. Et le brun, ça vient d'où? Ça vient en fait des bouts des plumes. Donc si vous regardez, il est où mon doigt encore une fois? Voilà, donc cette plume-là, elle est tricolore. Le bas de la plume, il est noir, le milieu de la plume, il est dépigmenté, donc blanc, vierge, et le haut de la plume, il est brun. Bah en fait, là, on a un pur exemple des zones définies par les pigments mélaniques. Donc cette plume-là, elle vous explique comment les pigments eumélanine et phéomélanine s'installent sur la plume. Donc le mélanine va s'installer, c'est la couleur noire, va s'installer toujours dans le centre de la plume. Et la phéomélanine va s'installer toujours au bout, en tête de la plume, si la plume, elle est très souple. Ça, en fait, la phéomélanine va s'installer uniquement dans les zones qui demandent des plumes très souples, très larges. Parce que, en fait, la longueur de la plume va définir la charge des pigments bruns qui peuvent s'installer. Si vous avez remarqué, en pratique, les plumes les plus longues, qui ont les barbes les plus longues, sont toujours les plumes du duvet. Donc c'est pour ça la poitrine, les flancs et le dos, ils ont beaucoup de bruns parce que leurs barbes sont tellement longues et c'est défini encore une fois par l'ADN. L'ADN, il dit quand la plume elle est longue, bah, le milieu de la plume sera occupé par les pigments eumélaniques, donc brun ou noir, et puis l'extérieur ou la périphérie de la plume va être occupé par les pigments bruns qui sont la phéomélanine. Et donc nous, c'est pour ça on voit un champignon dessiné sur la poitrine, on voit en fait un peu de brun chamois brossé sur les flancs et un dos qui varie. Et cette intensité de brun, elle va varier d'un sujet à un autre. Encore, c'est la définition de la souche, c'est l'ADN qui va ordonner à ce que le brun puisse se fixer trop, se charge en fait en charge d'oxydation ou un peu dilué. Donc maintenant on va passer en fait aux zones qui sont un peu blanches. Donc voilà, cette plume là je l'ai retirée de vraiment le bas du ventre
comme j'aurais pu la retirer des joues, les joues elles sont blanches, le collier il est blanc, et le bas du ventre il est blanc. Donc les éleveurs ils vont penser que la plume elle est blanche. Ben non, la plume respecte la même répartition que les autres plumes. Le bas de la plume il est mélanique, il est noir, et le haut de la plume il est dépigmenté. Donc cette plume ne permet pas de fixer soit les pigments caroténoïdes, soit la phéomélanine, parce qu'elle n'est pas assez, les barbes ne sont pas assez longues pour fixer en fait la couleur brune, les amis, contrairement à d'autres mutations qu'on va voir un peu plus loin sur cette chaîne-là, par exemple le facteur foncé, qui lui il va fixer un peu de phéomélanine dans cette zone. D'accord, donc maintenant on va passer aux plumes des ailes, les amis, que vous connaissez. Donc sans les parallèles jaunes, on ne pourrait pas dire que c'est un chardonneret. Donc pareil, donc la plume, vous voyez encore une fois que la forme de la plume et la structure de la plume elle est différente, tout simplement parce que cette plume là elle n'a qu'une seule fonction, c'est de faire voler en fait l'oiseau, alors que les autres plumes chacune elle a une fonction. Par exemple le rouge c'est pour dissuader en fait les potentiels dangers dans la nature. Donc là une couleur rouge flashante comme ça, c'est pour dissuader en fait les potentiels dangers de la nature. Ça peut être en fait d'autres animaux qui veulent manger en fait ou qui veulent chasser le chardonneret. D'ailleurs c'est le même truc sur le jaune des ailes, hein. Le jaune des ailes en fait c'est pour dissuader en fait les autres animaux à s'approcher du chardonneret. Des couleurs flashantes comme ça dans la nature, c'est un moyen de défense naturelle que la nature a donné en fait à certaines espèces un peu plus petites ou plus vulnérables, comme les grenouilles. En fait on reconnaît ce truc là, il est tellement connu en fait, cette technique naturelle est tellement connue dans le monde en fait de la nature. Et donc du coup les pigments jaunes, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, il s'agit de deux pigments caroténoïdes qui se superposent et qui donnent en fait ce jaune un peu flashy. Le milieu de la plume c'est des pigments mélaniques, et puis on voit très bien qu'il y a une partie, ce qu'on appelle le grand éventail en fait, n'est pas pigmenté. Et heureusement c'est pas pigmenté, parce que je rappelle que les pigments caroténoïdes et mélaniques sont des protéines que le corps y fabrique sur le facteur foncé. Donc sur le facteur foncé qu'on va voir plus tard un peu plus en détail, cette zone-là, elle est mélanique. Donc le facteur foncé il va tellement accélérer les couleurs brunes et noires qu'elles vont aller au maximum des zones dans les plumes, et donc du coup le facteur noir il n'a pas de zone blanche sur ces ailes-là, elles sont toutes noires. Et même les perles et les linules qui sont blanches sur un chardonneret normal, elles deviennent noires à force de la charge de l'oxydation des pigments mélaniques, les amis. Et puis la dernière plume un peu ici les amis, où est-ce qu'il est mon doigt, je suis désolé, voilà, dans cette plume là, c'est la plume du cloaque. Donc vous voyez très bien que sur vos oiseaux cette zone là elle est blanche. Bah à vrai dire elle est pas blanche, donc vous voyez très bien encore le même principe, les pigments noirs en bas de la plume et les pigments et l'absence de pigments pardon en haut de la plume. Donc voilà, donc des fois les couleurs du chardonneret peuvent nous tromper. Encore une fois, on juge pas le chardonneret sur un perchoir quand on veut comprendre l'effet de la mutation, mais il faut vraiment le prendre, souffler sous les plumes, peut-être retirer des plumes pour bien comprendre comment fonctionnent les mutations plus tard. Donc là c'est une couleur classique, sachant que plus on a des mutations et plus toutes ces couleurs que je viens de vous expliquer elles vont changer, surtout le bas de la plume. Donc sur le classique vous avez bien vu que le bas de la plume à chaque fois il est noir. Donc quand on part du classique vers une autre mutation, cette couleur là elle peut changer en fonction de la mutation. Des fois elle est diluée, des fois elle est oxydée, des fois en fait elle est absente, etc., etc. Donc les pigments qu'on vient de voir aujourd'hui s'effacent avec la panachure. Donc la panachure peut effacer tous les pigments qu'on vient de voir sauf les pigments des ailes. Les pigments des ailes, la couleur jaune, en fait les parallèles, elles sont d'origine. En fait la couleur d'origine du chardonneret c'est blanc et jaune. Donc c'est pour ça ces deux couleurs ne s'effaceront jamais avec la panachure. La panachure ne peut pas gagner le jaune parce que c'est une couleur d'origine. Par contre il y a une autre mutation qui gagne le jaune, c'est le masque d'argent, ce qu'on appelle aussi en fait en partie la mutation bleue, mais c'est pas le bleu azul, je parle vraiment de l'expression bleu chez les fringillidés, absence totale de caroténoïdes, comme l'oiseau que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc maintenant je vais juste revenir sur le masque, les amis. Donc c'est une belle introduction pour comprendre les mutations plus tard. Donc le masque, il faut savoir que les pigments du masque, en fait les pigments qui rendent le masque rouge chez le chardonneret sont les mêmes pigments qui rendent les feuilles des arbres rouges.
Donc la feuille, tant qu'elle est verte, enfin elle rentre dans un protocole de photosynthèse, elle va transformer le dioxyde de carbone en oxygène, ça vous le connaissez, des cours de troisième. Par contre, en fait, à un moment donné, les feuilles vont mourir. Et quand les feuilles vont mourir, en fait, le fait de ne pas fabriquer de photosynthèse, les pigments verts vont disparaître. Donc les pigments, la feuille à la base, elle n'est pas verte. Elles sont jaunes, elles sont brunes, elles sont rouges, mais elles apparaissent vertes, c'est parce qu'il y a une machine dans la feuille qui va fonctionner pour transformer le dioxyde en oxygène et qui va fabriquer des pigments verts. Et ces pigments verts, ils vont cacher la couleur d'origine de la feuille. Et donc quand la feuille, elle va mourir, en fait, elle va moins fabriquer en fait d'oxygène, et donc du coup ces pigments verts, ils vont disparaître petit à petit, et on va commencer à regarder la vraie couleur des feuilles. Donc des fois elle est jaune, des fois elle est orange, des fois elle est rouge, des fois même elle est brune, et c'est pour vous dire en fait que ce sont les mêmes pigments que le masque. Donc c'est pour ça, chez les oiseaux, des fois on a des masques qui sont jaunes, des fois on a des masques qui sont orangés, des fois on a des très beaux masques rouges brillants, etc., etc. Donc les masques ne sont pas que le résultat de la nourriture ou de l'alimentation, c'est un résultat aussi de sélection génétique. Vous avez beau à donner tous les produits que vous voulez à certains sujets qui ont des masques jaunes ou orangés, ça ne changera rien. D'autres plumes sur la poitrine, sur le dos, sur les ailes vont se colorer, mais pas le masque. C'est parce que c'est une question d'ADN et de génétique. La sélection n'est pas bonne sur ce sujet-là. Les amis, c'est juste pour vous dire, des fois il faut arrêter de perdre son temps en fait à vouloir forcer des masques rouges sur des souches qui sont pas bien travaillées en fait en sélection. Vaut mieux repartir sur des nouvelles souches avec moins de galères, les amis. C'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.